Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit M. Germain Bichou Nama, homme de médias, 74 ans aujourd'hui. Il va nous donner sa lecture de l'évolution de la situation au pays des hommes intègres, notamment la liberté de presse et d'opinion. Il reviendra également sur la gouvernance actuelle du pays, le coup d'état militaire, le retour à la démocratie. Bref, comment sortir le Burkina Faso de ce bourbier? On en parle pendant 55 minutes. Monsieur Germain Bichou Nama, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Je disais Merci. tout à l'heure à l'introduction, vous avez 74 ans. Comment vous allez côté santé et famille? Bon, disons, je n'ai pas encore exactement 74 ans, j'ai 73 ans passés, c'est ça. Alors, donc, vous dites, quelle est la question? Comment vous allez côté santé et Oui, famille? bon, disons que j'ai la santé de mon âge, pas toujours facile, mais bon, on gère, comme on dit. Malgré l'âge, vous continuez la lutte. Vous avez accepté être le coordonnateur du Front patriotique au Burkina Faso. Pourquoi avoir accepté ce défi quand on sait que ça nécessite quand même un engagement, une détermination continue? Mais lorsqu'on sent que la situation politique qui se déroule sous nos yeux est en train de remettre en cause 40 ans de lutte dans votre vie, et vous ne pouvez pas vous asseoir et puis regarder faire. Et donc, quand on vous fait appel en pensant que vous pouvez apporter une contribution à la remobilisation de la jeunesse et des Burkinabés pour dire stop à la dégradation de la situation, il n'y a même pas à hésiter. Vous n'avez pas réfléchi par deux fois avant d'accepter. Il a fallu que des jeunes viennent vous voir. Certains auraient pu dire non, moi je vais attendre un peu, ainsi de suite. Disons que nous étions dans la réflexion après le coup d'État de Damiba. Nous nous étions posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les éternels recommencements. C'est de là qu'est venue la création de Ditanier. Newton Barry est venu me chercher chez moi pour qu'on travaille ensemble à la naissance de cette organisation qui est une sorte de think tank qui qui va travailler à susciter la réflexion autour de cette problématique majeure qui est sur les coups d'État. Comment faire pour éviter les coups d'État sur notre continent et particulièrement au Burkina Faso? Voilà la problématique. Mais c'est justement dans cette dynamique-là que, disons, les événements sont arrivés. Damiba a commencé à montrer un autre visage de son pouvoir, notamment celle qui prônait en quelque sorte, qui faisait la promotion de la restauration de l'ancien régime. Nous avons dit non. C'est-à-dire que donc pour vous, en fait, la création du Front patriotique, c'était pour s'opposer au pouvoir de Paul-Henri Sandaogo Damiba? En réalité, c'était la continuité de la réflexion menée au niveau du Forum d'Itanier. Il ne faut pas oublier que c'est le Forum d'Itanier, lors de sa manifestation publique, qui a lancé un appel à la création du Front patriotique comme prolongement. Parce que la réflexion, c'est bien, mais il faut vous donner des outils pour traduire cette réflexion dans la réalité. Et donc, c'est comme ça que nous en sommes arrivés à créer le Front patriotique. Le Front patriotique, on a l'impression que c'était un outil clair contre le pouvoir de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Non, en fait, c'est parce que ça, c'est la succession, l'accélération des événements qui a donné cette impression. Parce que avant même que nous créions le Front patriotique, et nous en étions justement dans la dynamique de création du Front patriotique, voilà que l'affaire de la réconciliation nationale a ramené au Burkina Blaise Compaoré. Donc le retour de Blaise Compaoré au Burkina, c'était pas opportun, c'était la consécration de l'impunité. Et ça a été même un accélérateur pour la naissance du Front patriotique, parce qu'on a dit, mais si on ne se lève pas, tout ce qu'on a eu à faire dans ce pays, c'est à l'eau. Et donc, très rapidement, on a mis en place les structures provisoires du Front patriotique pour essayer de nous opposer au cours des événements. Donc voilà, j'ai dit une structure provisoire. Jusqu'à présent, nous sommes dans le provisoire, mais nous allons en sortir bientôt en mettant en place les organes, oui. Voilà, et
Mais en choisissant une beaucoup nouvelle disent direction. que vous êtes trop extrémiste. Hein. Il fallait le laisser revenir au nom de la réconciliation et de la question de la paix. Non, personne n'est contre la réconciliation dans ce pays, mais il y a quand même des manières. On ne peut pas brûler un certain nombre d'étapes, oublier, c'est-à-dire faire une réconciliation sans mémoire historique. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Du reste, il y a un processus de réconciliation qui avait été initié par Roch Kaboré. Oui. Ben, nous ne s'est jamais prononcé contre cela. Aussi bien dans mon journal, surtout, le Front patriotique n'existait pas, mais d'un point de vue personnel, je ne me suis jamais prononcé contre ce processus-là, qui prenait son temps et qui prenait chaque question qu'il examinait et qui l'intégrait effectivement dans le processus. Là, il n'y avait pas de problème. Mais lui, il est venu tambour battant, un peu comme à la façon commando. Il a voulu nous faire marcher dans son optique. Eh bien, on a dit non. Vous avez dit, la Leroux allait les choses, le Burkina n'allait jamais se réconcilier. C'était la consécration, je l'ai dit, je le répète, de l'impunité. D'abord, il faut s'entendre sur la compréhension de la réconciliation. Oui. Parce que c'est là, il ne faut pas partir sur des malentendus. Parce que les malentendus, si vous partez sur cette base-là, vous construisez sur du sable. Et donc, déjà, c'était complètement faussé. C'est-à-dire que c'est la vision de la réconciliation telle que perçue par les partisans de Blaise Compaoré. Et c'est ça qu'il voulait à tout prix imposer au peuple. Oui, on a dit, mais c'était un jeune président, 41 ans, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a voulu ramener tous les présidents autour de la même table. Il y en a qui ont dit que c'est beau de voir de telles images pour apaiser au moins les cœurs et les esprits. Oui, mais derrière ce jeune colonel, il y avait des crocodiles tapis derrière et qui manipulaient tout. Manipulaient tout. Et qui manipulaient. Donc il n'était pas indépendant de ses décisions. Mais qu'est-ce qu'il sait de la réconciliation nationale, lui? Monsieur Damiba, qu'est-ce qu'il en sait de la réconciliation nationale? Qu'est-ce qu'il sait de l'histoire de ce pays? Voilà. Il a fait son coup d'État, ça a fait l'affaire de certains, qui l'ont embarqué, n'est-ce pas, dans leur logique. Et puis voilà, c'est comme ça, il ne voyait plus les autres. Alors que le Burkina est plus compliqué que ça. Le Burkina, c'est un pays où il y a des traditions de lutte. Si vous ne tenez pas compte de ça, vous avez tout faux. Des traditions de lutte. Parce qu'on a l'impression que certains sont amnésiques quand on parle de l'histoire du Burkina Faso. On a l'impression que tout est aussi facile et on peut prendre le pouvoir, le diriger sans être véritablement contesté. Non, mais c'est lorsque vous avez le pouvoir et que vous pensez que le pouvoir seul suffit à faire marcher les choses. Et là, vous allez vous rendre compte que les choses ne marchent pas ainsi. Et d'ailleurs, Damiba n'a pas tardé à se rendre compte que les choses étaient plus compliquées que ça. Voilà pourquoi il a monté des milices pour essayer de... Des milices? Mais oui, tous ceux qui ont essayé d'empêcher la création même du Front patriotique et qui ont dit que désormais, nous allons les trouver sur notre chemin et tout ça, et qui ont déjà fait des casses. On se rappelle, hein, le 4 août, quand vous avez voulu lancer le Front patriotique, vous avez été pris à partie, je parle notamment des responsables du Front patriotique. Oui. Est-ce que vous vous êtes dit c'était l'agression de trop au Burkina et il fallait impérativement y mettre fin? Mais non seulement c'était l'agression de trop, mais les agressions n'ont pas arrêté. Oui. Vous avez vu qu'ils ont continué, ils ont incendié le véhicule de Serge Bayala. Oui. Ils ont attaqué, disons, les militants du ballet citoyen. Les manifestants, voilà, oui. du ballet citoyen. Ils ont attaqué la manifestation de Cam Monique et tout ça. Donc il y avait une dérive, n'est-ce pas, qui montait crescendo. Et donc il fallait se lever. Mais nous nous levions avec les armes dont nous disposions, c'est-à-dire c'est une opposition citoyenne, faite de conscientisation, de discours, et voilà, c'est ça. Nous n'avions pas autre chose, n'est-ce pas, pour barrer la route. Avec toute la liste que vous venez d'énumérer tout à l'heure, est-ce que vous avez applaudi la chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Non, applaudir, c'est trop dire, mais en tous les cas, parce que, il y a votre question comporte pas mal d'aspects. Il est évident que, quand il est parti, on s'est dit, ouf, ce type-là. Ah oui, ouf quand même. Ouf, ça, il ne faut pas se mentir.
Donc c'était la joie chez vous, hein? Vous vous êtes dit, enfin, on s'est débarrassé de quelqu'un de compromettant pour l'avenir de la nation. Oui, en même temps, on a regretté qu'on en soit arrivé là, parce que ça a en fait un coup d'État de plus. Vous voyez? C'est pourquoi nous nous dressons, c'est pourquoi nous mettons la réflexion en place et les structures en place pour essayer de travailler à la prise de conscience du peuple de la question et des coups d'État et du retard que ces coups d'État causent dans le développement du pays. Ben, évidemment, tout ça là, c'est comme un pincement au cœur lorsque effectivement vous avez le sentiment qu'il y a un recul, un retour en arrière. Votre satisfaction, c'était à quel niveau? La fin des milices, peut-être éventuellement, ceux-là que vous qualifiez de milices de Damiba ou de la fin de son pouvoir, même cette question de réconciliation telle qu'il menait le débat. En tous les cas, nous n'avions pas, puisque ce n'est pas nous qui avons fait le coup d'État. Le coup d'État a été fait par des hommes. Oui, mais vous avez soutenu le fait qu'il ne fallait pas laisser ce régime-là continuer indéfiniment à gérer le pays de cette manière. Nous avons mené notre lutte dans un cadre démocratique, mais ça a entraîné, n'est-ce pas, un coup d'État. Bon, ce n'est pas nous qui avons fait ce coup d'État. Et pourtant, dans l'opinion, ça se dit que le Front patriotique a beaucoup contribué à la chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais la preuve, c'est que jusqu'à présent, les responsables du coup d'État du 30 septembre n'ont pas encore reçu le Front patriotique. Vous n'avez pas encore vu Ibrahim Traoré? Pas du tout. Vous n'avez cherché à le voir? Ni Ibrahim Traoré, ni aucun de ses émissaires. Est-ce que vous avez cherché à le voir? Avant même qu'il ne se mette en place, nous avons fait une demande d'audience, nous avons déposé une demande d'audience et nous avons également fait parvenir le mémorandum du Front patriotique. Donc il avait tout ça en main, avant même le forum, le début du forum. Mais vous savez, le Burkina est ce qu'il est. Hein. Quand il est arrivé très rapidement, il y a un groupe qui s'est emparé de lui et puis bon, ben, écoute, aucun autre discours n'est audible à ce niveau. Nous en sommes là jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas le piège dans lequel tombent la plupart finalement des dirigeants au Burkina Faso? Ben, je pense que c'est ça, parce que bon, ça se comprend aussi, parce que lorsque vous arrivez, prendre la destinée d'un pays n'est pas une chose facile, ce n'est pas un homme qui peut effectivement s'arroger tous les rôles à ce niveau-là. Donc on arrive avec une équipe, on est forcément influencé par cette équipe-là. Et je pense que IB n'a pas échappé à ça. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les présidents de comprendre que finalement, c'est cet entourage-là qui crée des problèmes? Quand vous avez vu le cas d'Amiba, en son temps, c'est la même chose. Même avant que Roch Kaboré ne tombe, on parlait de son entourage aussi. Est-ce que IB, s'il ne prend garde, il ne va pas tomber dans le même piège que ses prédécesseurs au Burkina Faso? Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense que lui-même, il en est conscient. Bien que son arrivée suscite quelques espoirs parce que son discours est celui que les Burkinabés veulent entendre. D'abord, priorité à la lutte contre l'insécurité. C'est ce que Damiba aussi avait dit. Mais voilà, c'est ce qu'il avait dit. Mais bon, Damiba, en dehors des discours qu'il va faire au front, on ne voyait pas exactement quelles sont les mesures concrètes d'ordre militaire et sécuritaire qui pouvaient rassurer. Mais là, on a l'impression que le jeune capitaine a quand même il a conscience que la situation est très difficile et que on ne peut le juger que par les résultats sur le terrain. Donc il fait tout pour que effectivement ces résultats soient là. Mais il est confronté également aussi aux réalités du pouvoir. Et forcément, les réalités du pouvoir ne sont pas ce qu'on pense lorsqu'on est en dehors du pouvoir. Et là, sans doute, nous allons en revenir. Par exemple, le choc, c'est-à-dire les problèmes qu'ils ont avec les journalistes. La question de la liberté de presse et d'opinion. Voilà. On pourrait en reparler tout à l'heure. Je voudrais qu'on fasse une escale sur un aspect important dont on a parlé il y a un court moment. La question, par exemple, des soutiens. Ceux-là qui bandent les muscles, qui pensent que telle personne est au pouvoir, nous sommes avec elle, nous devons la défendre, ainsi de suite. Est-ce que c'est cette perception-là qu'il faut de la gestion des pouvoirs d'État dans un pays? Non, d'abord, ces gens-là doivent penser qu'ils ne sont pas le nombril du Burkina. Oui. Et qu'avant eux-mêmes, les gens ont travaillé. Voilà, à ce que effectivement le Burkina soit ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on oublie souvent notre passé dans les questions de lutte? Vous avez parlé de 40 ans de lutte au Burkina. La plupart des jeunes n'ont aucune conscience historique. Ils ne savent pas
quel est le parcours historique du Burkina. Ils ne connaissent pas l'histoire des luttes. Mais attendez, l'évolution au niveau du Burkina ne s'est pas faite d'un claquement de doigts. Voilà, d'un claquement de doigts, comme vous le dites. Et il y en a qui pensent, à partir de 2014, puisque la rue a terrassé un président et que, bon... il y a eu la résistance et ils ont eu à jouer un rôle là-bas. Ils pensent que l'histoire commence à partir d'eux. Et ils ne savent même pas que 2014 a été possible parce que des événements, des résistances se sont développés antérieurement. Et c'est ça qui a rendu possible 2014. Il y en a qui n'ont pas cette conscience historique-là. Et qui, du jour au lendemain, se prennent pour le centre du pays et qui pensent pouvoir dicter leur vision des choses à tout le monde. Et justement, nombre d'OSC qui ont été montés simplement pour, comme des faire-valoir, ont été instrumentalisés dans ce cadre-là pour empêcher ceux, effectivement, qui ont une vision claire des choses, de s'exprimer. On pourrait dire que chacun a sa vision des choses. Hein? Personne n'a le monopole de la vision non plus. Mais il y a une vision patriotique, mais il y a aussi une vision alimentaire. Et tout le monde constate que tous ceux qui font du bruit autour du pouvoir, là, c'est généralement des organisations alimentaires. Voilà. Et il ne faudrait pas que les patriotes, effectivement, laissent ce bruit-là couvrir. Mais les gens ont peur souvent d'être agressés, les gens ont peur souvent de... Voilà, on voit un peu la tournure des événements. Oui, mais vous savez... La violence du discours et même la manière de se comporter souvent font que certains préfèrent rester à côté. Mais il faut intégrer justement cela dans la lutte quand vous vous engagez, surtout lorsque vous vous engagez pour une cause patriotique. Pour le Burkina, vous ne pouvez pas rester dans un salon et parler, et voilà, parce qu'il faut prendre des risques parfois pour que la cause avance. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation que de penser qu'on est fort à un moment donné avec un président, donc on peut faire tout et n'importe quoi à la fois dans un pays? Ah, bien sûr que c'est une erreur. La preuve, c'est quoi? Tous ceux qui vociféraient autour d'Amiba, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont dit qu'il ne peut plus y avoir de coup d'État après Damiba. Ils nous ont dit, mais c'est même un don de Dieu. Oui, un don de Dieu. C'est un messie pour le Burkina. Voilà, c'est un don de Dieu. Quelqu'un a dit que c'était un messie pour le Burkina. Absolument. Oui. Voilà. Mais où est Damiba aujourd'hui? Damiba est parti. Mais très rapidement. Nous avons même été surpris par son départ. Ah, vous avez cru qu'il allait résister? Non, en fait, nous menions une opposition démocratique citoyenne. Hein, et nous étions prêts à entrer en discussion avec lui. Voilà. Mais bon, les événements, lui-même, il a travaillé à sa propre chute. Et ça a été très, très vite. Alors, quelle est la qualification que vous faites des 8 mois de pouvoir de Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina? C'était 8 mois d'aveuglement, 8 mois, comment dirais-je, les gens d'accaparement, effectivement, des richesses du pays, 8 mois d'arrogance. Parce que vous l'avez trouvé arrogant, Paul-Henri? Arrogant, totalement arrogant. Parce que cette manière d'ignorer l'histoire de ce pays et de vouloir faire à sa tête, c'est de l'arrogance purement simplement. Voilà, c'est tout ça qui l'a emporté très, très, très vite. Est-ce une leçon pour tous les autres dirigeants, que ce soit coup d'État ou démocratiquement élus au Burkina Faso pour l'avenir? Oui, mais c'est une leçon pour ceux qui savent tirer les leçons de l'histoire. Oui. Vous savez, comme on dit, les événements ont beau se dérouler, il y en a qui n'en tirent aucune leçon. Donc, ceux qui ont la conscience et qui sont des patriotes savent tirer les leçons de l'histoire de leur pays. Parlons toujours donc des coups d'État au Burkina. Damiba est parti. Après Damiba, on a vu l'arrivée au pouvoir de Ibrahim Traoré. Alors, coup d'État militaire ou insurrection populaire selon vous? Ah non, c'est un coup d'État militaire, parce qu'une insurrection populaire se prépare profondément. Tu ne l'as pas un jour voir... Et cette rue qui était là, est-ce qu'elle a joué un rôle important dans la chute de Paul-Henri Sandaogo? Est-ce que vous avez vu un coup d'État sans rue? À tous les moments, il y a eu des choses. Hein. Quand même, il y a toujours quelques soutiens. Oui. Mais est-ce que vous pouvez comparer ce qui s'est passé en 2014 à tous les événements qui sont venus après?
Il n'y a aucune commune mesure. D'abord, ça a commencé depuis longtemps, depuis la lutte du CEFOP. 2012, les premières annonces qui avaient été faites. Qui s'est développé jusqu'au fameux 23 août vers le rond-point de la Patte d'Oie et tout ça. Projetait marcher sur Kosiam. Et vous avez vu les événements du 28 octobre. Oui. Les événements du 28 octobre. Et moi, j'ai fait un éditorial dans lequel je disais que moi, j'ai vécu les événements de 1966. J'étais effectivement dans la veille du... J'ai même raconté ça à Blaise Compaoré. À l'époque, il nous avait reçus à son palais, au centre-ville. Il a dit que... C'était en quelle année déjà? En 1965. 1965. En 1965, le 28 décembre 1965, dans la nuit, Maurice Yamiogo avait offert une réception dans son palais. Et moi, j'y suis allé avec un cousin qui est chauffeur d'un des ministres. Et bon, je lui ai raconté que, bon, par hasard des choses, je me suis retrouvé dans... Mais en même temps, dehors, les manifestations avaient commencé. Tout le mois de décembre, en quelque sorte, la contestation contre Maurice Yamiogo avait démarré jusqu'au 3 janvier 1966. Voilà. Et là aussi, en tenant compte de l'époque, vraiment, il y avait une grande mobilisation populaire pour le départ de Maurice Yamiogo. Mais ces deux événements, 66 et 2014, oui, ne sont pas du tout comparables à ce que nous avons, les coups d'État qui sont... Mais le 30 septembre, M. Nama, vous avez vu quand même la rue, vous avez vu tous ces milliers de personnes qui étaient dehors, qui étaient avec Ibrahim Traoré. Pour beaucoup d'observateurs, cette rue-là a contribué à faire partie d'Amiba aussi du pouvoir. Oui, mais vous savez, on ne peut pas parler d'insurrection populaire sans une conscience politique qui l'accompagne. Il n'y avait pas de conscience politique le 30 septembre. Mais vous savez, c'est des OSC glanés à gauche, à droite. Beaucoup d'OSC déjà montés pour cela. Et par des organisations diverses, effectivement, montées spontanément pour la cause. Ça, c'est un putsch, purement, simplement. Voilà. La preuve, c'est que, bon... ces gens qui ont mené ça, ils n'ont aucune conscience par rapport à ce qu'il faut pour construire le pays. Ils n'ont qu'un seul but, IB au pouvoir. Ça ne suffit pas? Ah, ça ne peut pas suffire. Oui. Ça ne peut pas suffire. IB lui-même, il est conscient que... Bon, d'abord, lui-même, il ne voulait pas être au pouvoir. On l'a obligé à chose. On l'a obligé. Ben, écoutez, bon, c'est ce qu'on peut dire, puisqu'il s'est dédié. Et on a vu aussi la pression pour que ce soit ainsi. Voilà. Est-ce que c'est la rue finalement qui doit imposer le président? Ah ben, ça, vous-même, vous êtes conscient que la rue ne peut pas être la conscience d'un peuple. Alors, on est passé de MPSR 1 à MPSR 2. Quels sont vos espoirs avec Ibrahim Traoré par rapport à Paul-Henri Sandaogo Damiba? Tous les Burkinabés souhaitent que la lutte contre l'insécurité puisse avancer. Il a pris un certain nombre de mesures, notamment il a fait appel à 50 000 Burkinabés comme force d'appoint dans cette lutte-là. Mais nous, au niveau du Front patriotique, nous pensons que c'est insuffisant. Les 50 000, c'est insuffisant. Non, cette question, parce que nous ne posons même pas la question à travers des recrutements de gens qu'on paye. Nous parlons de mobilisation populaire. C'est quoi une mobilisation populaire? La mobilisation populaire, oui. Ça veut dire que tous les villages doivent être engagés dans la lutte contre le djihadisme, le terrorisme. Voyez-vous? C'est à cette condition-là qu'on peut éradiquer. Comment vous voyez l'engagement de tous les villages, justement? Parlez-nous. Est-ce que c'est clairement, il faut armer tout le monde, comme certains le disent? Ah non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'organisation du village lui-même, elle-même prenne conscience qu'il faut que le village se défende. Et les CVD, les comités villageois de développement, qui étaient connus depuis... Oui, les CVD, 2 par village, CVD. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Parce que cette affaire, il faut l'appuyer sur
sur la coutume, notamment les traditions, le chef de village. Il faut l'appuyer sur tout ce que la tradition a comme chose, la coutume a comme tradition guerrière. Il faut recourir à ça. Il y a des forces morales, religieuses, etc. qu'il faut impliquer. Et puis il y a la jeunesse qu'il faut mobiliser à la compréhension de cette nécessité. Ça vous désole de voir qu'on va dans les villages, on chasse tout le monde, on donne des ultimatums, les populations sont obligées de plier bagages et puis les grosses armées font la pluie et le beau temps. Alors que cette population-là peut résister et chasser même ces gens qui... Mais sans armes, comment vous voulez qu'elle résiste? Mon cher, les armes, c'est parce qu'on n'y a pas réfléchi. Oui. On n'a même pas besoin que IB envoie des armes. C'est-à-dire que lorsqu'on est mobilisé, on se dit que c'est une question de vie. Je défends mon espace de vie. Je défends mes enfants. Hein? Mais on va se mobiliser pour. Même si c'est avec des flèches. C'est l'organisme. Des flèches? Ah oui, même si c'est avec... Est-ce que c'est réaliste que vous êtes en train de dire avec les flèches et autres? Des gens qui viennent avec des fusils, des armes de guerre. Mais ils viennent souvent la nuit. Hein. Vous vous planquez quelque part. Les flèches, il n'y a pas de bruit. On ne sait même pas d'où ça vient. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes organisé pour la guerre, il y a ceux qui peuvent avoir des fusils, des pétards, mais il y a ceux aussi qui ont effectivement des moyens rudimentaires comme les flèches. Ça, c'est efficace aussi. On se bat avec ce qu'on a. Est-ce que le terrorisme interroge finalement notre organisation sociale au niveau des villages et des hameaux de culture? Tel qu'on vous écoute, clairement pour vous, on a la solution au problème du terrorisme sans passer forcément par l'armée? Oui, moi je pense qu'on a cette solution. Parce que dans ton village, dans un village, oui, si le village est mobilisé pour que personne d'hostile n'entre dans ce village-là, personne d'hostile n'entrera dans le village. Mais il faut une organisation. Il a été aussi abordé la question des complicités locales, parce qu'on dit souvent qu'il y a certains enfants du village aussi qui tombent, qui basculent de l'autre côté de l'ennemi. Mais très rapidement, ces complicités-là peuvent être détectées et neutralisées. Ça, c'est une question d'organisation. Moi, je suis persuadé que c'est une question d'organisation. Ça pourrait aider effectivement à aller très vite dans ça. Parce que la stratégie adoptée par les militaires, elle n'est pas sûre à mon avis. Ah oui? Non, elle n'est pas du tout... Quel est le souci que vous avez avec la stratégie actuelle au Burkina? Mais le souci que j'ai, c'est qu'elle laisse le peuple de côté. Le peuple est de... Moi, je ne vois même aucun engagement dans aucun village du Burkina. Dans certains villages, M. Nama, il y a des gens qui se sont mobilisés quand même. Avant même que les VDP ne soient créés, on en a connu dans certaines localités où des gens... Le seul exemple que moi j'ai, c'est l'exemple de Yoro. Soumaïla Ganame l'a dit Yoro, effectivement. Et puis, le cas de Titao en son temps. Et puis même le cas de Yoro ne correspond pas au schéma que moi je dessine. Oui. Vous tenez toujours à vos flèches là pour lutter contre l'insécurité là? Même les cailloux. Mais on se bat avec ce qu'on a. Mais on vient pour vous tuer. On va vous égorger comme ça? Ah non. Il faut vous défendre. Il faut vous organiser pour vous défendre. Voilà. Même s'il faut, comme on appelle, organiser des choses-trappes sur les routes pour ralentir certaines progressions ou même piéger. Mettre des pièges quelque part, effectivement, pour les prendre. Mais en tout cas, il faut une réflexion. Parce que tant que... C'est comme ça que les Algériens se sont libérés du terrorisme. Oui. Je crois qu'il faut quand même prendre les bons exemples de l'histoire. Voilà. Les militaires s'étaient levés, mais ils ne pouvaient pas mettre fin au terrorisme. Le tout militaire, donc, n'est pas la solution au terrorisme au Burkina Faso. Le colonel... Le capitaine Ibrahim. Le capitaine Ibrahim Traoré vous le dira lui-même que le tout militaire ne peut pas régler. Je crois qu'il le dit même dans son discours. Voilà. Maintenant, c'est que, c'est la voie choisie qui est effectivement militaire, avec quelques appuis civils, ne me paraît pas... Jusqu'à présent. Est-ce que ça nous permet de poser la problématique des valeurs? Parce qu'un Burkinabé qui prend des armes contre d'autres Burkinabés, de par le passé, on ne verrait jamais cela. On avait le banditisme, qui est un fait normal, les vols avec effraction, les vols à main armée. Mais de là à tuer, pour défendre une certaine idéologie, ça pose quand même problème. Oui, mais cela pose le problème des valeurs, effectivement, l'effritement de nos valeurs. Oui.
Vous savez, quand Norbert Zongo a été assassiné, Le 13 décembre 1998. le 13 décembre 1998, Oui. la question que s'est posée au niveau de Sapui, c'est qu'en réalité, les traditions sont mortes. Sinon, quelqu'un ne peut pas venir tuer dans cet espace-là et puis s'en sortir. Ah oui. Ah oui, Les traditions sont mortes. les traditions sont mortes. Sinon, vous commettez un meurtre dans cet espace-là, vous ne vous pouvez pas vous en sortir vivant. Impossible. Ah ben, attends. Mais maintenant, aujourd'hui, là, qui est détenteur de ces traditions et tout? Mais on a fait comprendre aux Africains que c'est satanique, toutes ces traditions. Il faut passer à autre chose. Les religions révélées ont pris le pas. Mais qui a fait comprendre? C'est vous qui êtes dans les villes qui croyez à ces choses-là. Les paysans, ils sont toujours attachés à leurs traditions. Malheureusement, évidemment, c'est pas avec autant de force qu'avant. C'est ça. Et puis, de plus en plus, les hôtels même sont en train de disparaître à cause du manque d'intérêt, évidemment. Là où, effectivement, la modernité et l'urbanisation arrivent, évidemment, la tradition recule. La tradition recule. Mais dans les villages reculés, on est toujours attaché à... Mais ça nous permet d'ouvrir un gros chapitre consacré à la tradition, parce que ce que vous dites, c'est important. Vous voulez dire que si toutes les communes, tous les villages, les gens repartaient vers leurs coutumes, leurs ancêtres, on aurait pu davantage mieux lutter contre l'insécurité dans notre pays. Absolument. Je le pense. Absolument. Si vous demandez à n'importe qui, que ce soit une autorité coutumière ou religieuse, une personne avertie, il va vous dire que mieux organisé, le retour aux valeurs du terroir permet effectivement de sauver la communauté. Mais encore faut-il qu'on incite les gens effectivement à recourir justement à ce qu'ils ont de plus vital et qu'ils délaissent de plus en plus aujourd'hui. Allons toujours donc dans l'actualité. Le 30 septembre, on a vu un nouveau visage en la personne du capitaine Ibrahim Traoré. Alors, de sa gouvernance, on s'est dit que vous vous attendiez à beaucoup plus de choses qu'avec Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. La question des libertés est arrivée. On a vu des menaces qui ont été proférées contre des hommes et des femmes des médias, dont Newton Ahmed Bari, que vous avez connu, que vous avez côtoyé. Alors, quand vous avez vu ces différentes menaces qui ont été proférées, quelle a été votre réaction? Ma réaction, c'est toujours ces accompagnants des pouvoirs qui sont là et qui mettent le feu. Des accompagnants qui mettent le feu. Qui mettent le feu. Oui. Mais d'où est venue la menace contre Newton Ahmed Bari? La menace est venue pas du cercle du pouvoir. Elle est venue d'ailleurs. Des gens instrumentalisés, effectivement, qui le font. Ce qu'il faut regretter au niveau du pouvoir, c'est le fait qu'ils aient agi de façon fébrile à la situation. Parce que, il faut dire que c'est à partir même de la mesure gouvernementale d'interdiction de RFI notamment, que la question même est revenue, est revenue dans l'actualité, parce que les gens, plus ou moins, avaient digéré cette histoire, parce que tout le monde avait appris, notamment avec la rencontre des OSC, que il y a une tentative de déstabilisation, effectivement, qui a été... Il y a même un jeu de mots là, ouais. Déstabilisation, coup d'État, finalement... Voilà, tu vois. Oui. Alors, moi, je pense que ça ne méritait pas, effectivement, ce jeu de mots ne peut pas cacher, effectivement, la réalité. La réalité, c'est que, effectivement, il y a eu quelque chose, et que la presse n'a été que le témoin. Donc cette histoire de s'attaquer au thermomètre au lieu de s'attaquer à la fièvre, parce que les journalistes sont des témoins. Ils rapportent les faits. Si vous vous engagez contre eux, en fait, c'est la politique de l'autruche que vous êtes en train de... Est-ce que vous vous êtes dit, ouf, encore une fois de plus, on est en train de retomber dans ce qu'on a connu de par le passé? Mais tout à fait. Mais vous savez, ce n'est pas une particularité de choses du régime militaire. En réalité, aucun régime n'aime la presse. Aucun régime n'aime la presse. C'est les contre-pouvoirs démocratiques qui font que la presse est tolérée. Parce que surtout les pouvoirs en place n'aiment pas le travail
de fouilles et les révélations que font la presse, que fait la presse. Et évidemment, quand c'est bon, quand les choses les arrangent, ils approuvent. Je donne un exemple. Pendant la guerre ivoirienne, moi j'ai fait un éditorial, mais Kossia m'a demandé à me voir à partir de cet éditorial. Oui. C'est pas pour me tenser, mais... Ils étaient contents. Ah, ils étaient contents. Parce que ça allait dans le sens voilà, qu'ils voulaient. Parce que ça allait dans le sens qu'ils voulaient. Oui. Et c'est qui vous avait reçu à Kossiam? C'était Blaise Compaoré ou c'était son entourage? Il ne m'a pas reçu. Il m'a reçu plus tard. Oui. Mais dans l'immédiat, il ne m'a pas reçu. Il a simplement demandé s'il pouvait si j'allais accepter de venir le voir. venir le voir. Par rapport juste à un écrit que vous avez fait sur la crise en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de cet écrit. Oui. Mais sans doute aussi, il devait avoir beaucoup de choses à se dire. Mais on s'est vu après. Pas à Kossiam, mais après, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Pour parler justement de cette crise. Pour parler de cette crise. Qu'est-ce qu'il vous avait dit en tant que journaliste? Il était fier du travail que vous avez fait? Bon, d'abord, oui, il était fier effectivement du travail que nous faisons dans ça. Mais en même temps aussi, comme il y avait longtemps, parce que c'était mes cadets à l'école normale. Comme il y avait longtemps, il voulait s'enquérir aussi du parcours, parce que lui sait que moi je suis un enseignant. Et me retrouver journaliste. Il a voulu comprendre comment les choses s'étaient passées. Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps aussi de lui dire qu'on l'accusait d'avoir financé et porté la rébellion contre la Côte d'Ivoire? Mais oui. Vous lui avez dit ça? Mais oui. Mais il dit que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il a justifié le fait qu'il a été à la tête. Ah non, les accusations, c'est de bonne guerre. Okay. Mais vous savez, il ne va pas rentrer, il ne va pas me dire que c'est lui qui finance la chose. Il a nié les faits. Je ne lui ai pas posé cette question. Mais en réalité... Vous avez eu peur de lui poser cette question en tant que président ou quoi? Je n'avais même pas besoin parce que moi j'ai envoyé un reporter dans la zone de guerre qui est revenu me dire que ce sont les Burkinabés qui sont en réalité les comment on appelle ça encore, les soutiens de la rébellion. Qui sont les soutiens de la rébellion, et même autour de Comzone là, oui. Il n'y a que des Burkinabés. Ça, l'article de est presse paru. Et quand cet article est sorti, quelle a été la réaction finalement de Kossiam? Je n'ai pas eu de réaction particulière de Kossiam parce que bon, c'était connu. Vous savez, la contre-offensive ivoirienne sur Bouaké, elle était stoppée net. Elle était stoppée net par quoi? Par qui? C'est les Burkinabés qui ont stoppé ça net. Je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même se dire ces vérités-là. Ils ont stoppé ça net. Ce sont des choses qui sont connues. Quand vous vous rencontrez et qu'il y a des évidences, le sujet ne va pas, la discussion ne va pas porter sur les évidences. C'est d'autres choses. Alors, revenons donc sur la question de la liberté de presse et d'opinion. On a l'impression que les journalistes ne sont pas compris dans la société. Mais ils ne sont pas compris, ça dépend, ils sont compris. Vous savez, c'est cette affaire, c'est toujours ce débat idéologique sur la presse, où certains parlent de presse d'accompagnement, parce que nous sommes des pays fragiles. Oui, on parle d'insécurité et c'est quoi on entend dans l'opinion, les journalistes doivent arrêter de critiquer, il faut dire que tout va bien, il faut accompagner le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que c'est le rôle des médias? Non, ce n'est pas le rôle des médias. Le rôle, c'est-à-dire, moi je peux comprendre aussi le souci des militaires, qui est que de ne pas révéler des informations sensibles, susceptibles de rendre difficile leur posture sur le terrain. Moi je suis d'accord avec ça. Que tout ne se dit pas. Justement, quand on est dans une situation délicate, comme nous le sommes aujourd'hui. Mais la presse, si elle arrête de faire son travail critique, vous allez voir les choses aller dans tous les sens. Voyez ce qui s'est passé à Inata. Est-ce qu'on peut se taire sur ce qui s'est passé à Inata? Je pense que c'est des situations que la presse doit travailler à révéler et à dénoncer. C'est dans cette condition-là que l'armée reste, n'est-ce pas, dans sa vision républicaine et également par sa gouvernance
peut être efficace sur le terrain. Certains ont tendance à penser que les journalistes sont les ennemis des pouvoirs en place, surtout quand il y a de la critique, surtout quand on révèle des choses pas du tout normales, notamment sur la question de la liberté, la bonne gouvernance, la corruption, les détournements, ou même les népotismes au sommet de l'État. Il y en a qui se disent, vous nous dérangez, arrêtez de nous parler de ça, laissez les gens diriger le pays. Mais vous savez, comme on dit, c'est de bonne guerre. Moi, j'ai sorti une fois un petit papier sur les audiences monnayées à Kosiam, vous vous souvenez? Bien sûr, en son temps, les audiences monnayées. Vous pensez que c'était ça... sous Roch Christian Kaboul, c'est important de le préciser, oui. Il fallait payer pour voir le président. Voilà, il fallait payer pour voir le président. Bon, personne ne m'a contredit sur cette question-là. Et même mes démarches dans l'entourage du président m'ont confirmé ça. Et effectivement, il fallait passer par la corruption pour voir le président. Mais puisque vous savez, vous laissez un système s'installer, et si vous n'avez pas de contrôle là-dessus, ça va dans tous les sens. Est-ce que c'est cette pourriture finalement, parce que vous avez révélé ça dans la presse, est-ce que c'est cette pourriture qui a fait tomber Roch Kaboré? Oh non, je ne pense pas que c'est seulement ça, mais ça, c'est révélateur peut-être d'une situation beaucoup plus grave. C'est vrai que le régime de Roch ne s'est pas construit autour de valeurs, effectivement, mais autour essentiellement de copinage. Mais c'était quand même très grave. Quand on apprend que dans une nation, on paye pour voir le président, c'est très grave quand même. Ah oui, mais qui doit mettre fin à ça? Nous avons parlé. Mais j'ai eu l'impression que nous avons parlé pour rien. Parce que dès lors que nous avons parlé, nous avons eu d'autres informations, d'autres révélations, que même dans les ministères, ça se passe comme ça. Les ministères Certains aussi. ministères, oui. Ça se passe comme ça. Moi, il y a des ministres qui viennent me dire, ah non, chez moi, ce n'est pas comme ça. Mais moi, il y a des ministres qui m'ont dit, chez eux, effectivement, ça s'est passé. Et c'est qui prend l'argent pour dire, donnez-moi cet argent pour que je vous facilite le rendez-vous avec le ministre? Le ministre même n'est même pas au courant de ce qui se passe. Pas forcément, il n'est pas forcément au courant. On ne le fait pas pour le ministre. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont chargés effectivement de faciliter le contact qui se sucrent justement à côté. Et maintenant, il appartient, ça c'est important, on ouvre là une brèche, il appartient à tous les Burkinabés de jouer franchement le jeu. Ça veut dire que quand vous voulez voir un président, un ministre ou une autorité importante, quand on vous demande de payer, il faut dénoncer cette manière de faire. Ah ben oui, absolument. La preuve, c'est que nous l'avons su. C'est quelqu'un qui est venu vous dire. Ah ben évidemment, ceux qui ne sont pas contents. Parfois, on prend leur argent, mais ils n'ont pas la possibilité de rencontrer, de voir le président. Et quand vous faites comme ça, il y a des fuites. Alors, revenons donc sur la question de la liberté de presse et d'opinion. Ça fait 22 ans que Norbert Zongo a été assassiné. C'était le 13 décembre 1998. Qui aurait cru que 22 ans après, encore une fois de plus au Burkina, il y aurait autant de menaces de mort autour des journalistes? Est-ce que vous vous êtes dit, la lutte ne fait que recommencer encore dans notre pays? D'abord, je rectifie, c'est 24 ans. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans, oui, 24 ans. 98, 2022, 24 voilà, ans, effectivement. Ça fait 24 ans, oui. Ok. Vous savez, le journalisme, ce n'est jamais un acquis. La liberté d'expression et de presse n'est jamais un acquis définitif. Il faut se battre chaque jour que Dieu fait pour renforcer justement cela. Et tout le discours que nous avons, les échanges que nous venons d'avoir, montrent que, effectivement, la presse est toujours sur la brèche, toujours menacée. Et donc, voilà pourquoi il faut que les confrères eux-mêmes développent la solidarité, développent une conscience solidaire et de lutte, n'est-ce pas, pour préserver leurs outils. C'est ça. Parce que eux-mêmes, ils en ont besoin, soit par nécessité, soit par conviction. Mais le pays également a besoin de cela pour progresser. Donc il faut absolument se battre pour maintenir cet outil. S'il faut attendre, penser que viendra un moment où le régime il est favorable à la presse, et tout ça, mais tout dépend d'un moment. Quand un régime est en difficulté et que la presse intervient pas dans son sens, évidemment vous êtes dans la ligne de mire de ce pouvoir.
Donc, il ne faut pas rêver, on n'aura jamais une presse d'accompagnement ou une presse totalement libre et indépendante dans une nation. Que ce soit un régime d'exception ou un régime démocratique, tout le monde veut avoir une presse d'accompagnement. On a l'impression que c'est ce qui se dégage dans vos opinions. L'équilibre est toujours précaire, c'est-à-dire que les points d'équilibre sont toujours difficiles à négocier. Donc, c'est permanemment un équilibre instable qui impose qu'il y ait vigilance, en tout cas du côté de la profession, pour maintenir effectivement le respect même de la profession. Voilà pourquoi justement aussi, il faudrait que les confrères, la confrérie, se mettent au sérieux et travaillent comme Norbert Zongo. Parce que Norbert Zongo avait une figure morale, une figure d'intégrité, une connaissance professionnelle tellement qu'il était respecté pratiquement de tous. Même ceux qui l'ont tué, c'est la peur de Norbert Zongo, de la figure. Il ne fallait pas arriver quand même à cette extrémité jusqu'à aller assassiner la personne de cette manière. Il ne fallait pas, bien sûr. Oui. Mais justement, quand on est ivre de son pouvoir et qu'on pense que on te fait, il n'y a rien, pour prendre l'expression de l'époque, on peut effectivement être amené à faire ce type de bêtises. Mais quand ils ont fait ça, qu'est-ce qu'il en est advenu? Le processus de la chute des choses a été accéléré par justement le meurtre contre l'assassinat de Norbert Zongo. Parce que dans la conscience du peuple, le peuple burkinabé a profondément rejeté justement cet acte barbare qui a été inédit. Non seulement on le tue, on le brûle. Un autodafé. Donc, voilà. Et c'est ça, aujourd'hui. Et quand les Burkinabés se tapent la poitrine, c'est nous qui avons fait partir un tel, nous qui ils oublient depuis 99. Ils oublient le rôle que Norbert Zongo a joué. Oui. Surtout pour l'assassinat de David Ouedraogo voilà. en son temps. Absolument. Oui. Absolument, il y a tout ça. Donc, faut dans l'environnement justement du mois de décembre où nous sommes dans la proximité du 13 décembre, je crois qu'il faut que les Burkinabés se rappellent que Norbert Zongo est une figure majeure de notre histoire, surtout de notre histoire, j'allais dire, progressiste, si on veut effectivement parler d'évolution positive dans notre histoire. Norbert Zongo en est un référent. C'est une référence. Une référence importante. Je veux qu'on reste encore là-dessus un moment. La question de la liberté de presse et d'opinion. Une fois de plus, on en parle, on en reparlera. Est-ce que tous les régimes, à la lumière de ce qu'on a connu en 1998, doivent tout faire pour qu'il n'y ait pas d'assassinat de journalistes et de leaders d'opinion sous leur gouvernance au Burkina Faso? Mais c'est possible. Je pense que c'est possible. Les pays, il y a un certain nombre de pays qui ont déjà atteint ce stade-là où on n'assassine plus des journalistes en tant que tels. Oui. Je pense qu'au Burkina, on peut le faire. Dans ma mémoire, je n'ai pas souvenance que sous Roch Kaboré, on a assassiné un journaliste. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est possible quand même. Même dans ce rapport conflictuel que nous avons avec les pouvoirs politiques, on peut se respecter quand même. On a vu le communiqué du gouvernement, vous l'avez lu. Est-ce que ça vous rassure? Le communiqué du gouvernement, vous voyez, c'est un peu comme une réponse de principe. Parce que moi, par rapport à quoi exactement? Le cas de Newton, voilà, et des médias qui sont menacés. Ça m'a l'air d'une réponse un peu de principe. Parce que ça doit être accompagné d'un certain nombre de mesures vigoureuses. Parce que j'ai appris que la personne qui a proféré les menaces contre Newton Ahmed Bari, qu'on a tenté de l'arrêter en vain. Comment on peut tenter de l'arrêter en vain? Honnêtement, quoi. Est-ce que ça, là, c'est compréhensible? La police qui va pour interpeller quelqu'un, il dit qu'il n'a pas pu l'arrêter parce que la population s'est opposée. Donc, on ne voulait même pas l'arrêter. De quelle manière on est allé pour l'arrêter? Vous voulez parler de complicité? Non, écoutez, évitons les gros mots. C'est des constats que nous faisons. Ils n'ont pas mis tous les moyens pour l'arrêter.
Mais pour que tous les moyens soient mis, il faut une volonté politique affichée. Je pense que c'est au niveau du pouvoir exécutif. Cette volonté avait été perçue par les exécutants, mais ils auraient mis les moyens. Est-ce un précédent dangereux pour la suite de la lutte au Burkina Faso? Mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. On s'en prend à Newton Barry pour rien. Parce que ce qu'il dit, ce n'est que de la vérité qu'il dit. Il le dit peut-être mieux que les autres. Vous êtes d'accord à 100% avec tout ce que Newton a dit par rapport à ça là? Oui. Ah, mais totalement. Totalement, je ne vois pas ce que... D'abord, les problèmes de ce genre-là, il y a une procédure pour les régler, c'est ce que Newton a dit. Et effectivement, si on les viole, on ne règle aucune question. C'est-à-dire le bon règlement, c'est la loi, dans le respect de la loi. C'est ce que Newton a dit. Qui peut être contre ça? On en veut à Newton parce que ce qu'il dit, la manière de le dire, parce qu'il sait tellement bien parler, il sait tellement bien écrire, que ça fait mouche, ça fait peur. Voilà la raison pour laquelle, effectivement, il y a toujours des problèmes. Mais quand il prend la plume, vous-même, vous savez qu'il a une plume alerte. C'est ça qui dérange. C'est tout. On n'a qu'à laisser Ahmed tranquille parce que C'est votre compagnon, on sait que vous avez travaillé ensemble au jour de l'événement, vous le connaissez très bien. Je le Est-ce connais. que de telles intimidations peuvent l'empêcher de continuer à faire son travail? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien sûr, ça peut le toucher moralement. Oui. Ça, c'est un être humain. C'est humain. Voilà. Mais nous avons vécu des situations plus difficiles, Ahmed et moi, dans ça. Parce que nous avons fait près de 20 ans de compagnonnage, justement, dans le journal. On se connaît. Vous l'avez appelé depuis que les menaces ont été proférées contre lui? Non, je ne l'ai pas encore appelé. Vous vous êtes dit que ce n'était pas nécessaire de le faire? Mais je suis dans la dynamique. Dans la dynamique. Je suis dans la dynamique. Il y a un autre élément très important. C'est vrai qu'on ne veut pas tout le temps revenir sur le passé, mais je voudrais qu'on fasse un cas. Le juge Salifou Nebié, ça avait commencé aussi par des intimidations. La suite, on la connaît, il a été assassiné. Et depuis lors, pas de lumière. Est-ce qu'il faut faire attention, encore une fois de plus, et tout le temps se dire, au Burkina Faso, là, on ne doit pas continuer à tuer les gens pour des histoires de pouvoir d'État ou encore pour conserver des biens de qui que ce soit? Moi, je pense que le peuple burkinabé fait ce qu'il faut pour empêcher cela. Ouais. Vous avez vu toute la mobilisation depuis 24 ans autour de l'assassinat de Norbert Zongo. Alors, moi, ce que je déplore au niveau de l'assassinat du juge, c'est un peu l'inertie de la justice, alors que c'est un de leurs, on ne dit pas confrères là-bas, mais je crois que c'est des collègues juges. On devrait quand même prendre ce dossier au sérieux. Vous n'allez pas attendre de l'argent de la chancellerie pour pouvoir gérer ce dossier, parce que quand même, investissez-vous pour gérer ce dossier. Bon, mais malheureusement, ils sont là en train de changer de juge d'instruction. Quand il n'y a pas de stabilité, c'est un peu difficile. Alors, ce cas particulièrement, ça vous donne des insomnies? Bon, vous savez, toute l'histoire de son assassinat, ça s'est passé autour de chez moi. Oui, et vous avez été la dernière personne à l'avoir vu. Peut-être avant ses assassins, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, quand il a quitté chez vous. Quand il a quitté chez moi, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, vous comprenez que c'est une question très sensible. C'est une question très sensible. Oui. Pour Alors, moi. vous êtes en contact avec sa famille actuellement. Comment la famille vit justement cette absence de justice depuis des années maintenant? Vit ça comme tous les Burkinabés épris de justice et de paix. Parce que d'abord, en plus, c'est un père, c'est un mari, donc c'est extrêmement difficile pour la famille. Et c'est un frère aussi, parce qu'il a une famille, et puis c'était une personnalité importante dans sa famille. Donc vous voyez le vide que ça a créé. Mais malheureusement, le dossier, on ne peut même pas vous dire où est-ce qu'on en est. Parce que, et ça vous désole? Mais c'est désolant, bien sûr. C'est désolant. Le dernier juge d'instruction que moi j'ai pu voir... Sur le dossier Salifou Nebié. Oui, a été affecté quelque part en province. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne veut pas que le dossier soit jugé un jour? Bon, d'autant plus que même... moi je me suis dit quand même, ça s'est passé sous un régime. Ce régime-là, il n'est plus là. Et donc, la voie doit être ouverte quand même pour... Mais moi, j'ai compris une chose. Hein.
Quand les gendarmes m'ont interrogé sur les circonstances dans lesquelles, les informations que j'ai données aux gendarmes, quand on est venu me dire que c'est le vide total, puisque quand même le téléphone, on a dit c'est le vide total, il n'y a pas d'appel, etc. Moi j'ai dit c'est foutu. Ils ont tout effacé. Ils ont tout effacé. C'est-à-dire c'est même les enquêteurs, quand ils vont pour chercher les pièces, à partir d'informations qui ont été données, Nibi était assis à côté de moi. Tous les appels, moi, je les entendais. Je donne ces informations de première main et immédiatement, on va vérifier, on ne trouve rien. Donc moi, je me suis dit, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Dès le départ, c'est foutu. Ce qui pouvait situer, orienter, on a fait disparaître. Donc moi, c'est ce que je retiens. Ça veut dire clairement que les histoires de crimes de sang, il faut faire vraiment beaucoup attention au Burkina Faso. Ah ben, absolument. Bon, je pense qu'il faut lutter, mais il faut être prudent aussi. Parce que tout le monde... On a tellement de crimes emblématiques dans notre pays, souvent que ce n'est pas évident en fait. Ah ben, bien sûr, ce n'est pas évident. C'est pour ça justement, on ne va pas offrir sa poitrine comme ça pour qu'on vous tire dessus. C'est-à-dire que même une lutte, ça se prépare, ça s'organise et ça doit se mener scientifiquement. Alors une dernière question parce que l'émission est presque terminée, je vais Oui. vous entendre. Les jeunes qui luttent, les partisans du pouvoir, les contre-pouvoirs et autres, est-ce que vous, de par votre sagesse, vous avez un conseil à donner à toutes ces personnes, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui veulent prendre le pouvoir, ceux qui luttent pour le pouvoir, ceux qui dénoncent? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux uns et aux autres pour avoir des comportements suffisamment responsables pour préserver au moins l'essentiel dans notre société? Alors moi je pense que les responsables qui sont à la tête de notre État doivent être ouverts. Il faut qu'ils écoutent. Il ne faut pas qu'ils s'enferment avec les laudateurs et penser que le pays va bien. Ceux qui le critiquent ne sont pas des ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Même Damiba. Damiba, si on pouvait le sauver, malheureusement, il n'écoute pas. Nous avons tout fait par notre lutte citoyenne pour l'amener à se redresser. Nous ne sommes pas des putschistes. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Burkinabés puissent s'écouter, s'entendre. On peut toujours se comprendre sur un certain nombre de points. Donc, les pouvoirs qui passent, il ne faut pas qu'ils se disent que bon, ben, nous avons le pouvoir, allez, on peut tout faire. Et les jeunes qui donnent leur poitrine ou qui défendent bec et ongle les pouvoirs, est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Ben, bon, d'accord, c'est normal effectivement de le faire lorsqu'on a des convictions fortes. Mais attendez, c'est pas parce qu'on vous a donné 20 000 francs qu'il faut aller offrir sa poitrine. C'est ça. Même quand vous prenez cet argent, il faut être intelligent. Et il ne faut pas faire comme ce que moi j'ai vu sur les plateaux de télévision. Mais franchement, des gens qui se sont complètement discrédités parce qu'on leur avait ouvert quelques vannes de billets. Et voilà. Et on leur avait offert même des postes, je crois, à l'ALT. Et ils croient que bon, c'est fini comme ça. Ils peuvent parler avec arrogance au Burkinabé. Mais voilà, l'histoire les a rattrapés. Donc, il faudrait que l'histoire puisse profiter à tout le monde. Et que, notamment à ces gens qui pensent qu'ils peuvent tirer leur marron du feu, ils n'ont qu'à faire extrêmement attention. Parce que d'abord, la seule chose qu'ils doivent voir, c'est l'intérêt du pays. Manger le pain qui est manifestement dangereux pour l'intérêt du pays, c'est se compromettre soi-même. Et en même temps, vous compromettez votre pays. Merci beaucoup, Germain Bitounama. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina. C'est moi qui vous remercie, monsieur. C'est gentil à vous. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous du grand déballage de ce week-end. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Burkina Info et on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.